1914. Imprimeur dans la vie civile, il fut blessé à Verdun, puis nommé caporal, puis prisonnier en 1917. Il mourut électrocuté en essayant de s'évader du camp le 17 octobre 1917. Le 27 août 1916. Cher papa, je viens d'écrire une lettre à Teil pour maman, et comme tu serais jaloux et pas content, je vais te mettre 2 mots. Quoique je ne sois pas tout à fait sortie de l'enfer, je suis un peu parée. Dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur à nous retrouver nous-mêmes après s'être vu si peu de choses, à la merci d'un morceau de métal. Pense donc que se retrouver ainsi à la vie, c'est presque de la folie. Être des heures sans entendre un sifflement d'obus au-dessus de la tête, pouvoir s'étendre tout son long sur la paille même, avoir de l'eau propre à boire, après s'être vu, comme des fauves, une dizaine autour d'un trou d'obus, à nous disputer un quart de croupie, vaseuse et sale. Pouvoir manger quelque chose de chaud à sa suffisance, quelque chose où il n'y a pas de terre dedans, quand encore nous avions quelque chose à manger. Pouvoir se débarbouiller, pouvoir se déchausser, pouvoir dire bonjour à ceux qui restent. Comprends-tu, tout ce bonheur d'un coup, c'est trop. J'ai été une journée entière complètement abrutie. Naturellement, toute relève se fait la nuit, alors comprends aussi cette impression d'avoir quitté un ancien petit bois où il ne reste pas un arbre vivant, pas un arbre qui ait encore 3 branches, et le matin suivant, après 2 ou 3 heures de repos enfiévré, voir soudain une rangée de marronniers tout verts, plein de vie, plein de sève, voir enfin quelque chose qui crée, au lieu de voir quelque chose qui détruit. Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur d'1 kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par des obus. Des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y a eu là une construction, qu'il y a eu des hommes. Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses, mais ici, rien que des obus, rien que cela. Puis, des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère, non? C'est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache. On ignore la vérité trop brutale. Mémoire de famille. Le grand-père de ma grand-mère maternelle, Honoré Allègre, habitant dans l'Aveyron, a combattu pour la France pendant la guerre de 1914-1918. Il a été gazé, hypérite, dit aussi gaz moutarde, dans les tranchées, ce qui lui a asphyxié les poumons. Cependant, il n'a pas pu remplir le dossier certifiant qu'il était devenu blessé de guerre. Il a donc vécu dans la misère après être rentré de la guerre, son handicap physique ne lui permettant pas de réaliser des travaux agricoles sur sa ferme. Il n'y avait pas de sécurité sociale et il devait payer tous ses médicaments. Durant la guerre, il a perdu ses 2 frères, morts dans les tranchées. Le grand-père de mon grand-père maternel, Ignace Lucci, vivant à Valissia, Haute-Corse, campagne, était télégraphe dans les tranchées. Il transmettait les ordres des généraux à l'armée. Lors d'un déplacement de son unité, il a marché sur une mine, ce qui lui a valu d'être handicapé.
La mine lui avait déchiqueté la jambe jusqu'au genou. Il fut reconnu blessé de guerre et décoré pour ses actions d'honneur et de patriotisme. Toute sa vie, il porta une prothèse, mais continua son travail de berger dans les montagnes. Yann Carrier. Mémoire de famille. Effectivement, la Première Guerre mondiale a laissé dans ma famille une trace. Notamment du côté de ma mère, mon arrière-grand-mère m'a raconté que son père et son grand-père y sont allés en même temps, alors que normalement, une seule personne par famille y allait. Son père s'appelait Amédée Rénal et son grand-père Augustin Rénal. Lorsque son père a été engagé, il avait 18 ans. Ils sont partis en 1914 et revenus tous deux en 1918. Là-bas, ils ont été gazés. Ce qui a créé, même 10 ans plus tard, de grosses bronchites l'hiver et ils devaient rester à l'intérieur. Puis, il y a du côté de mon père. Là, mon grand-père m'a raconté que son oncle, Jean-Marie Cassagne, né en 1896 et mort en 1959, a perdu sa jambe au chemin des Dames à cause d'une rafale de mitrailleuse. Il avait 18 ans en 1914. Il a donc été rapatrié comme il était blessé de guerre, a eu droit de tenir un bureau de tabac à la Gardelle-sur-Lèze et racontait que lorsqu'ils montaient au front avec la baïonnette, on leur faisait boire un produit, comme pour les droguer, avant le combat, pour qu'ils se rendent moins compte de l'horreur et pour qu'ils tiennent le coup. Ils combattaient 8 jours, puis ils étaient repliés. Il racontait aussi que l'on plaçait les paysans en première ligne d'attaque et les médecins, instituteurs, eux, en deuxième ligne, derrière. Enfin, le père à ma mamie, Joseph Cantaloube, né en 1896 et mort en 1918, des suites de son gazage. Parti en 1914 et revenu en 1918, il est mort d'un cancer des poumons, lorsque ma mamie avait 2 ans. Mon arrière-grand-mère n'a rien reçu. Paysanne, elle, ma mamie et ses frères et sœurs ont vécu dans la misère. Doria Lacassa. Mémoire de famille. La seule chose qui a circulé dans ma famille date de mon arrière-arrière-grand-père. Un soir, un camarade et lui étaient en patrouille, et alors qu'il ne fallait faire aucun bruit, surtout pas de coups de fusil, ils ont entendu du bruit derrière une meule de foin. Alors, mon arrière-arrière-grand-père et son compagnon d'armes ont contourné la meule, et ils ont vu un officier allemand qui a examiné ses plans. Ils sont alors passés chacun d'un côté de l'Allemand et ils l'ont transpercé d'un coup de baïonnette chacun, puisque l'officier allemand avait essayé de prendre son revolver sans en avoir le temps. Par la suite, mon arrière-arrière-grand-père a été blessé et a été fait prisonnier en 1918. Il est reparti en France à la fin de la guerre. Cette histoire a été racontée par mon arrière-arrière-grand-mère, car mon arrière-arrière-grand-père a été traumatisé et ne voulait pas en parler. Donc, mon arrière-arrière-grand-mère l'a raconté à mon arrière-grand-père, qui lui-même l'a raconté à mon grand-père, qui me l'a également raconté pour vous, l'a raconté à mon tour. Ils se sentent en sécurité et sont sûrs de leur avenir. Il faut dire qu'alors, cela fait plus d'un demi-siècle qu'il n'y a pas eu de grand conflit européen. Au printemps 1914, partout, on vante les charmes inédits du progrès. L'été 1914 a été éclatant. Les moissons s'annoncent sous les meilleurs auspices. En ce début du XXe siècle, tout va plus vite. La France d'alors connaît un progrès industriel et scientifique sans précédent. L'Europe domine le monde, la France et l'Angleterre en foi en l'avenir. Non, rien ne pouvait laisser prévoir ce qui allait se passer. Personne ne pouvait imaginer les 4 prochaines années. Nous sommes alors à la veille d'une catastrophe majeure et d'un bouleversement sans précédent pour l'Europe et le monde.
Le 28 juillet 1914, l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo allait précipiter la guerre. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Tout s'enchaîne. La Russie, alliée de la Serbie, signifie la guerre à l'Autriche. L'Allemagne dit son fait à la Russie. La France, alliée des Russes, appelle à la mobilisation. L'Allemagne lui déclare la guerre. Et la France lui déclare la guerre en retour. Du jour au lendemain, les hommes de 20 ans à 45 ans abandonnent tout, leurs champs, leurs familles, leurs fermes, pour répondre à la mobilisation. Ils partent par devoir, dans l'espoir d'une guerre rapide, le temps de sortir le fusil puis de revenir, pense-t-il. C'est la gaieté du départ, la fleur au fusil. Or, de 1914 à 1918, des millions d'êtres humains ont été plongés dans la guerre. 10 millions sont morts, 23 millions de blessés, c'est-à-dire la moitié des 70 millions de mobilisés. Fauchés par les balles, déchiquetés par les obus, brûlés, affamés, dévorés par les rats, tués par les épidémies nées de la misère. Quelle démence ou démesure se sont emparés des Serbes, des Russes, des Allemands, des Autrichiens, des Français avec leurs colonies, des Anglais avec leur empire, des Italiens, des Japonais, des Turcs, des Américains. Ceux qui s'en sortent vivants ont de la chance, mais ils ont perdu leur jeunesse, ou leur visage, ou leur raison. De tout cela, il reste des témoignages. Le témoignage des survivants. Dans ma tête, les champs de bataille brassés par les obus vibrent encore. Les images de l'enfer explosent entre mes tempes et la Grande Guerre surgit, dira l'un des innombrables courriers des poilus. Du ventre de la terre vulcanisée, je vois naître les grandes catastrophes du siècle. Elles sont toutes issues d'une même tragédie. Celle de 1914-1918, ajoutera l'écrivain Maurice Genevoix. Je veux rendre palpable cette frousse de tous les corps qu'on a vécu, dire la puanteur des débris humains mêlés à la boue dans ce terreau de mort, dira un survivant anonyme des tranchées dans une de ses lettres à sa femme. Dès lors, pour chacun, pour les survivants, pour les contemporains comme pour nous, près d'un siècle après, il est bien difficile de rendre compte de l'indicible réalité de cette catastrophe. Ce furent 4 années de désolation où le spectre de la mort fut omniprésent. 4 ans après le début des hostilités, à l'armistice de 1918, le deuil est immense. À quoi bon ces millions de morts? Lorsqu'arrive l'heure des commémorations de 1919, le sentiment pacifiste submerge tout. Tout plutôt que la guerre. Plus jamais ça. Cette idée emporte tout sur son passage. Les jours de cérémonie d'alors sont éprouvants pour ceux qui sont encore là. Devant les milliers de monuments aux morts érigés sur les places des villes et villages de France, les veuves se serrent les unes contre les autres. Derrière leurs voiles, elles ont épousé la mort. Par-delà la délivrance et la joie, par-delà les cloches des églises qui sont à la volée, ce 11 novembre 1918, avec l'annonce de la signature de l'armistice. Près d'un siècle après, cette guerre fut une tragédie sans nom, une tragédie européenne et mondiale, aux conséquences incalculables pour l'idée même d'humanité. Il reste aujourd'hui le souvenir d'une victoire au goût amer, à laquelle nous rendons tous hommage. Il demeure le souvenir de la bataille de Verdun et l'ossuaire du même nom, qui devait être érigé 10 ans plus tard, en 1928, et qui rassemblera en un même lieu les ossements recueillis sur l'ensemble des champs de bataille. Il reste enfin le souvenir du prix de la paix entre les hommes, la paix comme richesse commune par-delà les égoïsmes nationaux, et qui, 96 ans après, appelle les hommes de bonne volonté à s'incliner dans le silence du souvenir. Vive la République, vive la France.